Madame la Présidente, d'abord, excusez-nous pour ce retard qui vient tout simplement de la Grèce. Oui, comme dit notre rapporteur, on a eu ce débat qui n'était pas prévu et notre excellent rapporteur, intervenait dans le débat sur la Grèce. Et voilà. Donc, on va poursuivre nos travaux avec votre audition. Vous êtes présidente de la commission des sondages. Cette commission a été créée, je le rappelle, par la loi du 19 juillet 1977 pour faire respecter le cadre fixé par cette loi en matière de sondage, tant sur les conditions d'élaboration que de publication ou de diffusion des sondages électoraux. La commission des sondages n'est pas consacrée par la loi comme une autorité administrative indépendante, pas par la loi, je dit, mais elle est considérée comme telle à la suite du rapport public du Conseil d'État de 2001. Vous nous direz ce que vous en pensez. La commission des sondages est composée de 11 membres désignés par décret. Il y a 3 membres du Conseil d'État, dont au moins un président de section ou conseiller d'État, président de la commission. 3 membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller. 3 membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître. 2 personnalités qualifiées en matière de sondage. Ça, c'est depuis 2002. La commission des sondages dispose d'un rôle de régulation, d'un pouvoir de vérification et enfin elle peut obliger à des publications. Je pense que vous nous détaillerez toutes ces compétences. Comme la loi le permet, je rappelle que votre audition va faire l'objet d'un compte rendu publié dans le compte rendu détaillé des réunions des commissions, que ça sera diffusé en version papier, également sur le site internet du Sénat. L'audition est également ouverte au public et à la presse et elle fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, vous savez qu'il y a un formalisme des commissions d'enquête qui me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». J'espère que je vais dire toute la vérité. Il faut dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations. Voilà, peut-être pendant une dizaine de minutes que vous nous disiez votre sentiment un peu, comment vous fonctionnez, comment tout se passe. Et après, notre rapporteur Jacques Mézard qui est là et nos collègues vous poseront les questions. Vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, vous avez dit à peu près tout ce que je voulais vous dire, à savoir que... Non, pas du tout. Bon, moi, j'allais vous faire un petit résumé de l'activité de la commission des sondages. D'abord, on peut se poser la question de savoir pourquoi une commission des sondages. Comme vous l'avez dit, elle a été créée en 1977. Son projet avait été envisagé un petit peu plus tôt. À une époque où on avait le souci, on craignait que les sondages électoraux, qui à l'époque étaient extrêmement peu nombreux d'ailleurs, pouvaient influer sur la sincérité des scrutins. On le pense toujours sans savoir dans quel sens s'exerce cette influence, puisqu'on n'a jamais pu avoir une élection avec sondage et refaire la même élection sans sondage après pour voir s'il y avait une différence entre les deux. De toute façon, on ne sait pas quelle est l'influence des sondages sur l'opinion ou sur les électeurs. On ne sait pas si les électeurs suivent, vont dans le sens du sondage, vont au secours de la victoire ou au contraire vont au secours de celui qui est défavorisé par les sondages. Personne ne le sait. Mais enfin bon, le souci d'éviter des manipulations et le souci qui a présidé à la création donc, de cette commission des sondages qui, comme vous l'avez dit à l'époque, n'était pas une autorité administrative indépendante. Elle en était peut-être une, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. La commission était sans doute une autorité administrative indépendante à une époque où cette notion n'avait pas émergé dans le droit public français. Alors, on peut s'interroger toujours aujourd'hui sur l'utilité, sur la nécessité de cette commission, mais enfin, elle n'est pas à ce jour remise en cause, et même au cours des années dernières, de la dernière mandature du Sénat,
une proposition de loi d'initiative sénatoriale a été déposée, elle a été votée au Sénat. Je crois qu'elle n'a pas passé le cap de l'Assemblée nationale et je ne sais pas du tout où en est ce projet qui en tout cas visait à donner plus d'importance et plus de compétences à la commission des sondages et vraisemblablement aussi d'accroître son coût pour la République. Alors cette commission, vous devez penser que peut-être je suis un petit peu sceptique sur son utilité, bien que je la préside pour mon troisième mandat. C'est la troisième fois, je viens d'être renommée pour une troisième fois, et je pense dernière à la présidence de cette commission, dont le mandat est court puisqu'il est de 3 ans. Cette commission a joué, je crois, un rôle très important pour pas moraliser, pas vraiment moraliser la profession des instituts de sondage, mais en tout cas pour réguler l'activité de cette profession, qui est une profession assez concentrée. Il y a peu d'instituts de sondage. D'ailleurs, les sondages politiques ou électoraux ne sont qu'une toute petite partie de l'activité de ces entreprises. Il y a une grande volatilité des responsables de ces instituts qui passent souvent d'un institut à l'autre, ce qui fait que nous connaissons très bien à la Commission à peu près notre public d'instituts de sondage. Et d'ailleurs, les problèmes que rencontre la Commission viennent... Enfin, les problèmes de la Commission viennent moins des instituts de sondage que souvent de ceux qui achètent les sondages, et notamment de l'interprétation qu'en font ceux qui les ont achetés, et notamment la presse. Alors, après cette petite présentation générale, je rappelle que le champ de compétences de la Commission est limité. Cette Commission est compétente pour connaître des sondages électoraux, c'est-à-dire des sondages qui ont un lien direct ou indirect avec une élection municipale, élection départementale, régionale, législative, sénatoriale donne peu lieu à des sondages, surtout l'élection présidentielle, éventuellement des référendums ou les élections européennes. Alors, je vous ai dit, sondage ayant un lien direct ou indirect avec les élections, le contrôle de la Commission a tendance à s'est affiné. Nous donnons un sens, disons, de plus en plus étendu au lien indirect et surtout au fil d'une campagne électorale, plus on se rapproche de l'élection et plus la Commission considère qu'un sondage a un lien avec une élection. C'est ainsi qu'on a contrôlé, par exemple, on a pris l'habitude de contrôler les élections primaires, de contrôler les sondages, pas les élections, les sondages qui précèdent les élections primaires des partis politiques. Alors, le nombre de sondages a évidemment beaucoup augmenté depuis que la Commission a été créée en 1977. Il y a l'élection qui donne lieu au plus grand nombre de sondages, c'est évidemment l'élection présidentielle. En 2002, par exemple, il y a eu un peu moins de 200 sondages. Et en 2012, plus de 400 sondages. Nous avons eu plus d'un sondage par jour pendant la période qui a précédé l'élection présidentielle. Il y a des élections qui donnent lieu à peu de sondages, les élections européennes, par exemple, mais déjà, par exemple, les élections régionales, il y a un flux de sondages assez, vous devez l'observer dans la presse, un flux de sondages qui commence à naître concernant les élections régionales. Alors, le rôle de la Commission, c'est de faire respecter un certain nombre de règles qui sont rappelées dans un décret de 1980, je crois, par les instituts de sondage, qui doivent d'abord, bien entendu, se déclarer à la Commission. Alors, je vous disais qu'il y a peu d'instituts, il y a un petit nombre de grands instituts de sondage.
Il y a aussi souvent à l'occasion d'élections locales des personnes des instituts de sondage locaux qui se créent et que nous ne connaissons pas. On les oblige à se déclarer à nous. Alors ça, c'est une formalité. En ce qui concerne le travail proprement dit, la fabrication proprement dite des sondages électoraux, nous veillons à la qualité des échantillons de personnes interrogées, à la représentativité de ces échantillons, représentativité qui s'apprécie à la fois sur ce que nous appelons le plan socio-démographique, c'est-à-dire la répartition par sexe, par âge, par catégorie professionnelle, par région d'origine, par profession, par lieu de résidence, et puis surtout la représentativité politique des échantillons, qui est une question extrêmement délicate. Pour s'assurer que les échantillons pour un sondage électoral normal, enfin banal, disons, il faut un échantillon d'à peu près 900 personnes. Comme il y a des personnes qui ne répondent pas aux questions, ça fait souvent des échantillons de 500-600 personnes. Bon, il faut donc s'assurer qu'ils sont représentatifs socio-démographiquement et surtout politiquement. Et pour s'assurer que les sondages, que l'échantillon est représentatif sur le plan politique, les instituts de sondage interrogent leur public sur leurs souvenirs de vote. Et on fait ce qu'on appelle des redressements. C'est une expression qui est assez peu, qui est un peu, enfin, qui n'est pas bien comprise par l'opinion. C'est-à-dire, on a l'impression qu'en utilisant ce mot de redressement, qui est un mot technique utilisé par les instituts de sondage, on fait des choses pas honnêtes. En fait, il s'agit de pondérer, en quelque sorte. Si on a un échantillon, par exemple, qui est trop à gauche ou au contraire trop à droite pour prendre le redressement politique, il faut pondérer les réponses de manière à avoir si vous voulez, un échantillon plus représentatif. Voilà ce que ça veut dire, les redressements. Bon, alors c'est des techniques qui sont assez sophistiquées, sur lesquelles je ne pourrais pas vous être très bavarde, parce que je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais enfin voilà l'essentiel. Donc c'est un des sujets sur lesquels nous exerçons notre contrôle. Il faut bien sûr que les questions posées soient des questions honnêtes, que la façon de poser les questions n'influe pas sur la réponse. Et il faut aussi que les instituts essayent de ne pas cacher les limites de l'exercice en quoi consiste un sondage, avec ce qu'on appelle les marges d'erreur. J'ai été très étonnée l'autre jour par un sondage qui a eu lieu en Grèce. Bon, vous me direz qu'il a été démenti mais on nous donnait un résultat à 41,8 contre 42. Alors, c'est absolument impossible d'avoir des précisions pareilles. Et d'ailleurs, plus les candidats, si vous voulez, sont près les uns des autres, quand vous avez 45-55, ça veut dire que 45 peut être entre 42 et 48. Et vous voyez, les marges d'erreur sont d'autant plus grandes que les scores sont rapprochés. Voilà. Bon, ce sont les points sur lesquels principalement porte notre contrôle. Alors, quels sont nos moyens pour l'exercer? D'abord, la commission. Donc, Madame la Présidente, vous avez dit la composition de cette commission. Donc, 3 titulaires et 3 suppléants de chacune des hautes juridictions. Nous avons un secrétaire général qui est un de mes collègues du Conseil d'État, qui est là depuis très longtemps et qui connaît très très bien toute cette matière, qui est conseiller d'État. Et nous avons un secrétaire permanent, c'est-à-dire un attaché du ministère de la Justice qui est affecté à la commission des sondages, parce que je ne sais pas très bien pourquoi, mais hiérarchiquement, nous dépendons
entre guillemets, puisque nous sommes une autorité administrative indépendante, nous ne dépendons de personne, mais quand il faut obtenir, par exemple, une nomination, il faut la demander au garde des Sceaux. Et c'est le garde des Sceaux qui propose le décret. Donc, nous avons un secrétaire permanent. Et puis, surtout, nous avons des techniciens. Nous avons 3 experts statisticiens qui font, en somme, l'expertise de chaque sondage. Car lorsqu'un institut de sondage fait un sondage, avant sa publication, il doit nous envoyer une notice technique où il nous explique comment il a fait le sondage, combien de personnes il a interrogé, quelles questions il a posées, quel redressement politique et sociodémographique il a fait. Donc nous avons 3 experts qui sont des experts statisticiens, un administrateur de l'INSEE et 2 experts statisticiens dont je ne me souviens plus très bien les qualifications, mais enfin qui sont tout à fait compétents. Voilà. Alors, quelles sont nos méthodes de travail? Eh bien, si vous voulez, donc chaque fois qu'un sondage est publié ou va être publié, nos experts analysent le sondage, nous disent s'il est conforme à la doctrine et aux bonnes pratiques. Si d'aventure il apparaît que le sondage n'est pas conforme, soit par exemple que l'échantillon est trop peu nombreux, ou que les questions posées n'ont pas été mises dans un ordre convenable, ou que les redressements politiques ne sont pas conformes, on peut, notre arme suprême, c'est ce que nous appelons la mise au point, c'est-à-dire que nous convoquons l'institut de sondage pour lui demander de s'expliquer. Et si ces explications ne convainquent pas la commission, nous publions une mise au point. C'est une arme absolument atomique, vous en doutez. Mais ça fait quand même très peur. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils n'aiment pas du tout ça. Et ceux qui aiment encore moins ça, c'est les organes de presse qui doivent publier un communiqué disant que la commission des sondages a examiné le sondage et estime qu'il n'est pas représentatif, qu'il n'est pas fiable. Alors, vous voyez tout de suite la limite de cet exercice, parce que la commission a peu de difficultés, rencontre peu de difficultés avec les instituts de sondage. C'est plus difficile avec les commanditaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, et notamment avec la presse. Et une fois que l'effet de choc qui est recherché par un sondage a été fait, quand même rapidement, parce que la commission se réunit en urgence, elle est convoquée. J'ai relu le règlement intérieur, que j'ignorais d'ailleurs totalement à l'occasion de cette audition, et j'ai vu qu'il fallait que nous convoquions nos membres 5 jours avant la réunion. En général, on les convoque le matin pour l'après-midi, parce qu'il faut qu'on ait une réaction très rapide. Alors, on fait des convocations par mail, ça va très vite. Et évidemment, la mise au point, quelques lignes de la commission du rapport qui vont être publiées dans un petit coin du journal, c'est pas toujours très... Mais ça fait quand même, les instituts de sondage n'aiment pas ça. Voilà, alors pour le reste, mais des mises au point, nous en faisons quand même très peu. Nous procédons beaucoup par recommandation, par... admonestation, par lettre de réprimande, si vous voulez. Nous avons des méthodes assez pacifiques de régulation. Voilà. Merci de votre exposé. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez le temps de poser une question ou avant de... Voilà, il faudra qu'il s'échappe. Est-ce que je peux vous avez vu vous avez eu les réponses à nos questions. Oui, absolument. Donc vous avez vu que nous ne pesons pas beaucoup sur le budget de la République. Non, c'est vrai. Mais simplement, il y a une chose qui... Non, ça va. Le déficit, ne vous donnez pas responsable. Ce qui n'est pas signalé, c'est que nous recevons le président, le secrétaire général reçoivent une petite rémunération. Nos experts sont rémunérés aussi à la vacation. Et les membres de la commission, quand elle se réunit, avec quelques centimes d'euros d'ailleurs, puisque le montant de l'indemnité a été fixé en 1977, ces sommes-là, dont je ne peux pas vous dire exactement le montant, sont prélevées sur le budget du Conseil d'État. Ne me demandez pas pourquoi. Oui,
Voilà. Je ne dirais pas que tout ça est insondable. Mais effectivement, on peut Peut-être que dire... j'éteigne mon... Non. Non. Bon. Très clairement, ce ne sont pas les quelques dizaines d'euros d'indemnité qui doivent attirer les candidatures à la nomination. Non, encore que c'est une commission qui est assez recherchée, parce que ça a un côté un peu exotique par rapport au travail habituel des membres des hautes juridictions. Voilà. Je suis heureux de constater que les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation aiment les commissions exotiques. Ceci étant dit, la composition est définie, de la commission est définie par décret. Bon. Et là, on y retrouve effectivement Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes. Et je dirais une fois de plus que, heureusement, il y a des conseillers ou des présidents en retraite, mais il n'y a pas que des conseillers en retraite. Et s'il faut qu'ils assurent le travail de toutes ces autorités administratives indépendantes, il va falloir multiplier le nombre des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Mais comme je le dis toute la journée, mais je ne voulais pas... Alors, la question, ce n'est pas l'utilité de la commission, car on sent bien que par rapport à l'évolution du métier de sondeur et de ceux qui commandent les sondages, il est utile qu'il y ait quelque chose. Bon. Oui, voilà. Oui, un gendarme un peu loin. Voilà, oui, parce qu'il s'agit quand même de la sincérité du débat politique. Maintenant, est-ce qu'il faut que ce soit une autorité administrative indépendante? Alors, j'ai vu dans la réponse gazière que vous aviez eu 2 recours. Oui, nous avons eu 2 Alors, recours. les recours, la compétence, c'est le Conseil d'État. Absolument. Parce que alors là, il y a de quoi quand même saisir la Cour de justice européenne, parce que c'est le Conseil d'État qui statue, vous êtes logé dans des bureaux du Conseil d'État, il y a quand même un certain nombre de membres du Conseil d'État. Alors je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais enfin, non, mais vous me direz que l'Europe accepte tout à fait que le Conseil d'État conseil du gouvernement soit aussi le juge de l'État. Oui, mais est-ce que la commission des sondages est indépendante du Conseil d'État? C'est ça la question. Écoutez, quand même, vous êtes logé par le Conseil d'État. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes quand même beaucoup de membres du Conseil d'État. Je ne mets pas du tout en doute l'indépendance des conseillers d'État. Je sais bien qu'il ne s'agit pas d'indépendance, uniquement d'apparence d'indépendance. Voilà. Voilà. Mais enfin, pour le justiciable qui fait un recours, je suis pas sûr que ce soit quand même la meilleure solution. Donc l'indépendance vis-à-vis du Conseil d'État paraît pas du tout évidente. D'autant qu'il y a peu de fonctions support, mais celles qui existent sont partagées avec les services du Conseil d'État. C'est-à-dire que, si vous voulez, oui, c'est vrai que nous occupons 2 bureaux qui nous sont mis à notre disposition par le Conseil d'État. Et peut-être que le papier nous est fourni par le Conseil d'État, les crayons à billes... mais nous avons quand même notre propre site internet, nous avons notre propre abonnement, parce que nos 15 000 euros de budget sont essentiellement des abonnements aux journaux et puis la maintenance de notre site internet. Oui, parce que ce n'est pas les frais de déplacement qui vous étouffent. Non, les frais de déplacement... 321 euros en 2014, 0 en 2013. Nous avons un professeur d'université qui est d'Aix et qui donc, quand il vient pour les réunions, nous lui remboursons son voyage. Et les frais de communication qui sont quand même réduits au maximum, puisqu'ils évoluent entre 989 euros et 3200 euros, alors que, ma foi, il y a des communications sur le fonctionnement de certains sondages qui mériteraient une communication plus ample. Donc moi, ma question, c'est celle-là. C'est en quoi est-il justifié que vous soyez une autorité administrative indépendante? Ça, je ne sais pas si vous voulez dire qu'elle devrait être moins indépendante ou qu'elle devrait... Non, c'est le statut. C'est le statut. Le rapport public, c'est à la suite d'un rapport public du Conseil d'État de 2001 que vous êtes considéré comme une autorité administrative indépendante. Mais de 1977 à 2001, vous n'avez pas bénéficié de ce statut. Je ne pense pas que ça ait empêché
la Non, commission. non, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est un statut de pur fait, comme vous le dites vous-même. Ça n'est pas du tout juridique. En fait, ça vous apporte rien, ce statut. Ça n'apporte rien. Ça vous Non, apporte mais ça pas n'apporte grand-chose. rien. Vous pourriez Honnêtement- fonctionner autrement. Honnêtement, d'ailleurs, j'ai présidé une autre commission qui a été érigée par la loi en autorité administrative indépendante. En dehors de compliquer la vie des gens, je ne vois pas bien le changement, ce que ça apporte. C'est-à-dire que si ça a quand même un aspect très, très important, c'est que vous avez été obligé de faire une déclaration de patrimoine. Ouais. Et je dois dire, j'ai dans un tiroir les déclarations de patrimoine de mes collègues. Et les déclarations d'intérêt. Comment ? De la part des services fiscaux. Non, monsieur, non. Non, parce qu'ils s'amusent à ça. Et en tout cas, ils ne m'ont pas encore demandé. Ça viendra. Moi, c'est tout ce que j'ai comme Bon, question. ok. Ben, je crois que si on résume un tout petit peu, il y a des collègues qui veulent voir. Oui, Pierre-Yves. Pierre-Yves Colomba. On pourrait, vu votre rôle, les fonctions, etc., on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait plus de techniciens des sondages dans votre commission. Parce que ce ne sont que des juristes. Ce sont que des juristes. Non, mais je veux dire que l'aspect technique est très important. Voire de politologue, enfin, je veux dire, puisque les questions des redressements, enfin, etc., à un point tel que maintenant, commenter la différence entre ce qui était prévu et ce qui est arrivé, c'est devenu une figure imposée. Oui, mais ça résulte d'une mauvaise interprétation du sondage. Le sondage n'entend pas être prédictif. Non, mais tout à fait. Mais je veux dire que c'est devenu un outil. Oui, bien sûr. C'est devenu un outil de communication. Je vois les derniers résultats pour les élections cantonales, enfin les élections départementales. Le gouvernement, par exemple, se félicitant qu'il avait pris une raclée qui était moins importante que celle qui était prévue. Bon. Donc, l'aspect technique et la fiabilité, effectivement, de l'outil est quand même quelque chose de... Alors, vous m'avez dit, effectivement, vous avez des experts, enfin, etc., mais on pouvait s'attendre à ce que vous ayez plus de gens, précisément, qui soient des techniciens, parce qu'en fait, c'est ça le principal problème. Est-ce que c'est fabriqué selon les règles, disons, statistiques élémentaires, et deux, un suivi assez important, assez précis de la vie politique pour pouvoir faire des redressements qui sont absolument indispensables, qui tiennent debout, quoi. C'est vrai que, si vous voulez, la composition de la commission, dans ces trois, c'était la composition classique des commissions, des commissions administratives d'un certain niveau à une certaine époque. Dans le projet de loi auquel je faisais référence tout à l'heure, il était prévu, dans une nouvelle composition de la commission, d'avoir en effet plus de techniciens. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il y avait dans le projet, mais il y avait plus de techniciens. Là, ce ne sont que des magistrats, dont je reconnais qu'ils n'ont, pour la plupart, en tout cas pour ce qui me concerne, aucune compétence en matière statistique ni mathématique. Donc nous faisons entièrement confiance à nos experts, qui sont eux des statisticiens. Et qui sont des statisticiens, mais qui, à force d'expérience, connaissent aussi bien, mais ne sont pas des spécialistes de politologie. C'est vraiment une commission où l'aspect technique l'emporte sur l'aspect juridique, vu comme ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'était une simple remarque. Bien sûr. De nos collègues. Michel Canevet. Merci Madame la Présidente. Juste pour faire observer qu'il va falloir que vous retoilettiez le règlement intérieur pour l'adapter aux pratiques Oui, alors effectives. Je vous dis, à ma honte, je l'ai découvert. Ça fait 6 ans que je préside cette commission. Et j'ai regardé ce règlement. Je me dis, tiens, je ne savais même pas qu'il y avait un règlement intérieur. D'ailleurs, mon expérience de pas mal de commissions, c'est qu'on oblige toujours à élaborer un règlement intérieur dont l'utilité est heureusement assez minime. Ça ne nous est jamais arrivé d'avoir à reconvoquer parce qu'on n'a pas le quorum, autre chose comme ça. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions de nos collègues, moi je reformule un tout petit peu les points que nous avons vus.
D'abord, bon, ce qui nous intéresse, nous, on pense que la commission des sondages, c'est nécessaire. Alors là, il n'y a pas de doute. Il faut une législation très respectueuse, enfin, en tout cas, une situation très respectueuse de sincérité du débat politique. Donc, c'est très important que vous interveniez. La question qu'on se pose, c'est de savoir s'il faut vraiment que vous soyez une AI, si ça vous apporte vraiment quelque chose. Là, on n'en est pas vraiment convaincu. En plus, ce qui nous gêne un tout petit peu, c'est que tout ce qui concerne la composition de votre commission, la durée des membres, etc., tout ça, c'est du réglementaire. Ça n'a pas été fixé par la loi, mais par un acte réglementaire. C'est un peu problématique quand même. Ça, c'est une question qui peut nous interpeller, nous, si vous voulez. Hein. Après, la question qu'on peut se poser, ça a été dit par nos collègues, est-ce qu'il faut diversifier la composition de la commission des sondages? Je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être une question qu'il faut se poser. Bon, vos liens étroits avec le Conseil d'État, bon, ça a été dit par le rapporteur. Moi, ça ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes, finalement. Mais est-ce qu'il faut recourir à des sanctions pénales et doter la commission des sondages d'un pouvoir de sanction? Moi, je n'en suis pas convaincu non plus. Je crois que nous avons le pouvoir de saisir le procureur. Oui, voilà, bien sûr, comme tout le monde à la limite. C'est pas un pouvoir qui est spécifique. N'importe qui peut le faire. Je crois que dans les années du début de la commission, il y a eu des saisines pour, non pas des sondages mal faits, mais pour des sondages rendus publics dans la période de viduité, si j'ose dire, qui précède une élection, qui était au départ de 8 jours, et que le Conseil constitutionnel a jugé que c'était une période trop longue, ou plutôt c'est la Cour de justice, peut-être c'est l'Europe, je ne me rappelle plus très bien. Donc ça a été ramené à 24 heures. Nous avons 24 heures d'interdiction de publication de sondages avant une élection. Mais bon, la saisine du juge pénal, ça n'a absolument aucun sens. Je disais n'importe qui peut saisir le procureur, puisque dès l'instant qu'il y a une règle qui dit que dès l'instant qu'on a connaissance d'un délit, on doit le... Donc, bon, en fait... si un sondage bidonné, il en existe, mais nous faisons, notre arme, c'est la mise au point. C'est-à-dire qu'on a eu, aux dernières élections, aux élections départementales, je crois, ou je ne sais pas si c'était municipales, il y avait un candidat qui s'était autoproclamé sondeur, et il faisait des sondages en allant interroger les gens sur les marchés. Et voilà, et il a publié. Alors, comme ça a été publié, parce que nous sommes, toute mode de publication pour nous est considérée comme publication, l'Internet. Et donc, on a convoqué ce brave homme, et je crois qu'on a fait une mise au point qui ne l'a d'ailleurs pas du tout gêné. On a dit que son sondage ne valait strictement rien. Mais voilà. Bon, bah, écoutez, il nous reste vraiment à vous remercier d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous éclairer du mieux possible sur cette commission des sondages. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais juste vous dire que les deux recours que nous avons eu un recours de M. Mélenchon qui a été rejeté, je crois, il y a 2 ans. Je ne me rappelle plus très bien pourquoi, d'ailleurs, il a bien enquiquiné. Mais il avait annoncé qu'il saisirait les instances européennes, donc, mais peut-être ça n'a pas été fait. Peut-être que ça suit son cours, oui. Et puis on a eu un recours de M. Avrier, qui est aussi un requérant d'habitude, qui était un conseiller régional de Rhône-Alpes naguère, et qui a toujours fait beaucoup de contentieux, et qu'on a été très content de retrouver à la commission des sondages. Madame Aubin, merci beaucoup.